Nous sommes mardi 16 janvier 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Aujourd'hui, je suis avec le juge Geoffroy Vaha. Bonjour, juge Geoffroy Vaha. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette deuxième audience de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne Amadé Adama-Soro. Il est journaliste, traducteur et interprète en plusieurs langues et est aussi le président de l'association des communicateurs, des traducteurs et des innovateurs du Faso actif. Avec lui, il sera question de la langue comme outil de développement et de promotion culturelle à grande échelle pour un pays. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Président, bonjour Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Doyen des juges Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Évidemment, c'est bien nos étalons qui entrent d'ici aujourd'hui et c'est leur espérer toute la sérénité et évidemment les bons choix pour qu'on puisse engranger les 3 points aujourd'hui, parce que pour moi c'est l'essentiel, parce qu'on va step by step. On a eu droit hier au point de presse, le tout premier de nos étalons dans le cadre de cette canne-là. On a vu en tout cas un capitaine assez serein, même s'il dit qu'il est resté longtemps en contact avec les autres, parce que c'est maintenant qu'il rejoint le groupe, et qui a un bon esprit. Et bon, pour moi, c'est ça le plus important au sein de l'équipe. Et puis, il y a aussi le Hubert Velud, le sélectionneur, et qui a rappelé la question de la pression, parce que la barre, elle est haute. Et il sait très bien que son prédécesseur nous a mis quand même dans le dernier carré. Et comme j'aime à rappeler qu'il nous a dit qu'on verra ce qu'on n'a jamais vu, en tout cas, on espère beaucoup. Et on est plein d'espoir, en tout cas, pour le rendez-vous de ce soir. Et on espère que nos étalons, tout au long de cette canne-là, arriveront à nous faire rêver, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple qui a besoin aussi de ces moments-là. Et ça, c'est très important, parce qu'on a des moments assez difficiles. C'est pas plus de pression qu'on veut mettre sur les joueurs, mais on a tous envie de sourire. On a envie que cette coupe-là, on ne la caresse pas, mais qu'on la tienne dans nos bras. Ça, c'est très important. Et donc, bonne chance aux étalons. La langue comme outil de développement et de promotion culturelle à grande échelle pour un pays, voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Déjà, avant d'aller dans le fond du sujet, juge Geoffroy Vaha, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. D'accord. Comme vous le présentiez tout à l'heure, c'est que dans la question, dans le métier d'interprète, vous êtes quelqu'un qui puisait. Comment on devient interprète, surtout dans nos langues, dans nos langues que nous avons ici? Est-ce que parce qu'il y a des parcours précis, ou bien c'est parce qu'on a le bon maniement de la langue qu'on se dit qu'on peut faire l'interprétariat, mais ça demande quoi? D'accord, il faut d'abord commencer par préciser la différence entre traduction et interprétation. D'accord. Quand on parle de traduction, c'est tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, vous êtes amené à transposer une idée d'une langue A, appelée langue de départ, ou langue source, vers une langue donnée, appelée langue cible ou langue B. Ça, c'est à l'écrit. Ça, c'est au niveau de la traduction. C'est la même opération pour l'interprétation, mais à l'oral. Donc la différence entre traduction et interprétation, c'est l'oral ou l'écrit. Ça, c'est d'abord une introduction. Ensuite, vous avez posé une question à savoir comment devient-on traducteur ou interprète. Vous savez, la traduction,
C'est une opération, je dirais, qui a 2 phases, voilà, ou qui a 2 dimensions. Il y a la dimension art, il y a la dimension science. La dimension art, c'est parce que, vous savez, les gens n'ont pas la même capacité, la même, vous l'avez dit, la même maîtrise ou le maniement de la langue. Il y a des gens qui sont donc éloquents, d'office inné. Donc ces personnes-là sont prédisposées peut-être au métier de la traduction ou de l'interprétation. Mais l'art seul ou le talent seul ne suffit pas. Puisque depuis un certain temps, c'est devenu une science codifiée. Qui parle de science, parle de théorie, parle de pratique, parle d'exception, parle de règles, etc. Donc pour être un vrai traducteur professionnel, il faut bien sûr avoir l'amour pour les langues, mais il faut aussi être initié. Voilà pourquoi on a chez nous, donc traducteurs, on dit qu'en fait le bon traducteur est celui qui a une très bonne prédisposition, une culture générale très vaste et surtout un sens de curiosité. Il aime découvrir, il aime chaque fois lire, etc. Donc il y a des gens qui sont des traducteurs amateurs ou des interprètes amateurs. Il y a aussi des traducteurs et des interprètes professionnels. Pour ceux-là, il faut vraiment suivre un parcours académique. Généralement, c'est après la licence, puisque ceux qui font et la traduction et l'interprétation font généralement un tronc commun. À partir de la 3e année, il y a maintenant la spécialisation. Puisque, comme les gens n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes capacités, il y a des gens qui sont plus portés sur l'oral. Et ces personnes-là peuvent être des interprètes de conférences, peuvent faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un interprète à qui on va confier la mission donc de traduire ou d'interpréter lors des différentes conférences ou des interprètes de liaison. Mais il y a des gens qui ont des capacités plus poussées dans le domaine de l'écrit, et ces personnes-là peuvent être dans l'édition, peuvent être donc dans la traduction littéraire, etc. Donc il y a quand même tout un monde rempli de conditions, de règles, etc. Oui, enfin, je le dis parce que la question de l'interprétariat, c'est que quelquefois vous êtes amené à être dans des univers que vous pourrez ne pas maîtriser, parce que je pense traduire des éléments, il n'y a pas que la langue, il faut d'abord même comprendre ce que vous devriez interpréter. Quand je ne parle pas seulement d'écrit, hein. Vous devez par exemple sur un document, je prends un document de SCAD par exemple, on dit de permettre l'appropriation par exemple par des communautés qui parlent une langue spécifique. Si vous-même vous ne comprenez pas les éléments économiques qui y sont, vous ne comprenez pas les approches qui y sont, est-ce que c'est pas compliqué? Voilà pourquoi on a dit qu'il faut de la spécialisation. En général, vous savez, avant que la traduction ne devienne un département à part entière, dans les facultés de sciences humaines, c'était une matière considérée comme une matière secondaire de la linguistique. Voilà, en ce moment, on déniche ou on décèle chez la personne les aptitudes à comprendre plusieurs langues. Maintenant, ce que vous avez évoqué, c'est un point essentiel. On appelle ça la spécialisation de la traduction. Vous avez la traduction littéraire, la traduction scientifique, la traduction technique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en général, lorsque vous avez les b.a.-ba, d'abord vous maîtrisez, puisque quand on parle de traduction, il y a 2 langues qui entrent en jeu. Il y a la langue source et puis il y a la langue cible. Donc, il faut d'abord maîtriser les b.a.-ba, le maniement de la langue, la correction donc syntaxique, la compréhension du texte, avant de pouvoir aller maintenant à une deuxième étape qui est l'étape de la spécialisation. Dans nos formations, donc lorsque la personne franchit la première étape, c'est là maintenant qu'on regarde quels sont ses centres d'intérêt et on oriente la personne. Il y a d'autres qui sont qui se sentent à l'aise, plus à l'aise dans les textes économiques, d'autres c'est les textes politiques, d'autres c'est les textes techniques, scientifiques, etc., etc. Donc c'est tout un monde académique, etc., etc. Alors, on parle de la langue comme outil de développement et de promotion culturelle, mais déjà, quel est le rôle de la langue au sein d'une société? Oui, je pense qu'il faut faire la différence entre une langue et un langage. Et la différence, je pense, doit être nette, puisqu'on peut parler la même langue sans parler le même langage. Comme on peut parler le même langage
sans parler la même langue. Et nous n'allons pas bien sûr faire la théorie de l'origine des langues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories. Il y a certains spécialistes qui arrivent à, n'est-ce pas, à regrouper les langues en plusieurs grands groupes, les langues indo-européennes, les langues bantoues, etc. L'essentiel pour nous, c'est de savoir qu'en réalité, même la logique recommande qu'à l'origine ou au commencement, il y avait une seule langue, puisque l'humanité a une seule origine, a un seul ancêtre. Voilà, en l'occurrence, pour les religieux, c'est Adam. Bon, pour les scientifiques, c'est autre chose. Mais il faut savoir qu'à l'origine, il y avait une seule langue. Maintenant, qu'est-ce qui a mené, n'est-ce pas, l'éclosion de plusieurs langues? C'est effectivement les mouvements. Les mouvements, après donc la multiplication de l'espèce humaine, l'éloignement, n'est-ce pas, territoriaux. Cela a effectivement provoqué, occasionné l'éclosion de plusieurs langues. Et la langue, comme je l'ai dit, c'est en réalité, quand on dit la langue qui est cette opération codifiée entre un émetteur et un récepteur, avec des codes bien sûr qui sont connus d'avance. Nous pouvons dire que c'est l'apanage de l'être humain. C'est l'homme seul qui parle, qui arrive à communiquer avec effectivement ces moyens de se faire comprendre. Maintenant, pour le langage, et là, cela obéit à des codes. À des codes, il y a des langues de signes même en réalité. Vous pouvez ne pas comprendre une langue donnée, mais quand vous regardez la gestuelle, la façon dont la personne s'exprime, avec laquelle la personne s'exprime, vous pouvez déjà comprendre quel est en fait le but recherché. Donc la langue, c'est ce qui permet effectivement à des groupes humains de pouvoir se comprendre, de pouvoir ensemble s'asseoir, planifier des actions et mettre en pratique ces différentes actions. Donc la langue, elle est indispensable dans la continuité de la vie humaine. Et un homme ne peut pas effectivement vivre sans langue. Il peut arriver qu'il y ait des événements de la vie qui peuvent faire perdre à l'homme effectivement cette capacité de s'exprimer. Mais là, il y a des spécialistes qui trouvent par exemple d'autres remèdes à cela pour que l'homme puisse continuer, même s'il perd l'usage normal donc de sa faculté à communiquer avec autrui. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent lui permettre de rester un membre actif de la société. La langue a donc toute son utilité au sein d'une société, mais quand on parle de développement, quel peut être son apport et son utilité? Bon, il faut d'abord cerner la notion de développement. Nous parlons, bien sûr, si je comprends bien votre question, vous parlez de développement économique. C'est ça. Alors, donc pour cela, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que nous voulons à travers ce terme de développement. Si c'est le développement économique, et nous savons que l'économie, c'est le travail qui engendre effectivement l'économie. Et pour que ce travail puisse engendrer l'économie, il faut qu'il y ait un minimum de concertation. Et qui dit concertation, dit également usage de la langue. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir des gens, un groupe de personnes qui travaillent pour un même objectif sans qu'au préalable il y ait une concertation. C'est ici que l'intervention de la langue devient importante, parce qu'il faut s'asseoir, il faut planifier, il faut dégager les objectifs, il faut, n'est-ce pas, prévoir les imprévus, il faut voir comment mobiliser, n'est-ce pas, les moyens pour mettre en place effectivement ces actions qui tendent à aller vers le développement. Donc sans langue, effectivement, il est très difficile de pouvoir, n'est-ce pas, parvenir ou atteindre le développement. Juge Fava. Oui, on a vu que ces derniers temps, nos autorités ont eu à prendre des décisions sur la question des langues, notamment leur usage dans notre façon de fonctionner dans nos administrations. On parle de langues nationales qui sont érigées en langue officielle et la langue française qui est usitée là, qui est une langue de travail. Et pour vous, c'est d'abord une juste décision, et puis deuxièmement, quel impact cela pourrait avoir? Bon, je pense que la réponse là doit être connue d'avance. Moi, ça fait près d'une vingtaine d'années que je travaille pour la promotion des langues, notamment les langues nationales, parce que c'est quand même une incongruité
de constater que dans un pays, alors, la langue officielle n'est pas parlée par la majorité. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est moins de 15% du Burkina qui arrivent à parler un français correct. Bon, comment voulez-vous vous développer avec un tel tableau? Donc, depuis très longtemps, effectivement, et également quand vous regardez, parce que l'argument qui est souvent servi, c'est que voilà, nous avons une pléthore de langues, quelle langue choisir? Bon, c'est peut-être les limites aussi de cet argumentaire-là, parce que le Burkina ou l'Afrique en général n'ont pas été les seuls pays qui ont été colonisés. Il y a des pays qui ont été colonisés, mais qui n'ont jamais, au grand jamais, adopté la langue du colonisateur comme la langue officielle. C'était une incongruité propre à certains pays africains. Prenez par exemple des pays comme, vous savez même que la Chine a été colonisée, des pays comme le Vietnam, même les pays arabes qui sont au niveau donc de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, etc. Ces pays ont été colonisés, mais ces pays n'ont jamais adopté la langue des colonisateurs. Pourquoi? Parce que cette langue, non seulement elle a été imposée pour servir effectivement des objectifs, puisque le colon qui a effectivement une certaine longueur d'avance en termes de science, en termes donc de la vie, c'est que c'est un processus qui va connaître une fin, la colonisation. Ça au moins, ils savaient ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des gens pour qu'au départ du colon, ces personnes-là puissent continuer à entretenir, n'est-ce pas, les valeurs, les arguments, n'est-ce pas, l'ossature juridique qui a été mise en place par le colon pour pouvoir continuer à collaborer avec ces pays-là. Et effectivement, vous avez vu dans les autres planètes, enfin, dans les autres pays, sur la planète, ils n'ont pas adopté la langue du colonisateur. Donc c'était en fait une erreur qu'il fallait réparer. D'autant plus que cette langue officielle donc, n'est pas parlée par la majorité. Alors, comment voulez-vous, puisqu'il y a ce que les spécialistes appellent la fragmentation linguistique, voilà, ce qui est servi comme argument pour adopter, par exemple, le français pour le Burkina Faso. Ils disent que, par exemple, en Afrique, il y a plusieurs langues. Voilà, au Burkina, il y a au moins une soixantaine de langues. Mais prenez un pays comme l'Inde, où il y a près de 270 langues, qui a été aussi colonisé par la Grande-Bretagne, mais qui n'a jamais adopté la langue anglaise comme langue officielle. C'est le hindi. Même s'il y a plusieurs, même si bon, l'anglais est considéré comme une langue de travail pour l'Inde. Bon, en Chine, il y a près de 300 langues, mais c'est le mandarin qui est utilisé comme langue officielle. En Éthiopie, il y a au moins 4 ou 6 langues. Il y a l'amharique qui est utilisé comme langue officielle. Donc, c'était donc pas une faute, en tout cas une incongruité qu'il fallait réparer. Donc je pense qu'il y a d'abord des actes. Vous savez, en politique, lorsqu'on pose des actes, il y a les actes symboliques et puis il y a les actions qui impactent. D'abord, au niveau de la symbolique, là, c'est de savoir que finalement, ces langues ne sont plus des langues officielles. Déjà, au niveau psychologique, là, ça crée quelque chose. Voilà. Ça veut dire que vous, c'est vos langues nationales qui sont maintenant des langues officielles. Il y a son impact psychologique. Ça, c'est les actes forts. Maintenant, sur le terrain, donc ce qu'on appelle l'impact de l'action maintenant, c'est que ça va prendre un temps pour que effectivement ces mesures-là, on puisse les sentir dans le quotidien. Parce que c'est pas pour rien qu'on a érigé le français en plus de l'anglais comme langue de travail. Parce que ce que les gens oublient, peut-être on va y revenir, c'est la culture et la science. Parce que la langue, elle est un peu liée à la culture. Mais il y a une autre dimension scientifique. Par exemple, aujourd'hui au Burkina Faso, voilà, vous n'avez pas besoin peut-être de parler le français pour vous faire comprendre. Mais lorsque vous voulez quitter le Burkina Faso pour aller ailleurs, au contact d'autres personnes qui n'ont pas votre culture, vous avez forcément besoin d'une langue qui vous unit. Et c'est là maintenant l'obligation d'apprendre une autre langue. C'est vrai qu'il y a des pays, par exemple, qui sont très, très fermes. Vous partez par exemple en Turquie, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle une autre langue si ce n'est pas la langue turque. Vous parlez par exemple en Iran, ils parlent le perse. Vous
partez au Japon, ils parlent le japonais, etc. Donc, pour qu'un pays puisse vraiment asseoir son développement, il a besoin de 2 piliers. Donc, les langues nationales pour, n'est-ce pas, faire passer le message auprès du grand public, et également une autre langue internationale pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Ce sont les 2 mamelles qui peuvent permettre, les 2 dimensions qui peuvent permettre à un pays donc d'atteindre son développement. D'accord. Et il est clair que les langues nationales sont actuellement devenues des langues officielles, mais beaucoup ont cette crainte liée un peu au plan scolaire. Comment est-ce que cela sera mis en œuvre? C'est la question effectivement qui est posée par beaucoup. Beaucoup se posent cette question, mais je pense que le plus difficile d'abord, c'est de casser cette barrière psychologique là. Voilà, ça c'est déjà fait, c'est déjà acté. Mais ce sont les hommes qui ont mis les premiers curricula. Ces hommes peuvent encore le faire. Et aujourd'hui encore, nous avons assez de moyens pour le faire. Avant, pour préparer, mettre en place, n'est-ce pas, des manuels scolaires ou un programme pédagogique, peut-être ça pouvait demander plus d'efforts. Mais aujourd'hui, avec l'exponentialité des outils de communication et de l'information, c'est très facile maintenant de mobiliser assez rapidement des intelligences, des experts qui vont effectivement se pencher sur une nouvelle orientation de l'éducation. Et maintenant, il s'agit de traduire. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, au niveau de notre structure, on fait la promotion de la traduction et des langues, parce que qui parle de langue parle également de traduction. Donc c'est très facile effectivement de passer donc du français comme langue d'éducation vers les langues nationales. C'est très facile, il suffit seulement de réunir les experts, et je pense qu'actuellement il y a de la matière. Il suffit seulement que les autorités politiques donnent le signal, et vous allez voir que cette grande mobilisation va se faire au profit des langues nationales. Vous dites que ça prendra du temps, mais est-ce que vous partagez déjà les mêmes inquiétudes que ceux qui ont peur de la répercussion que cela pourrait avoir au plan scolaire? Quel type de répercussion? La répercussion déjà liée à l'encadrement, à l'enseignement. Comment est-ce qu'on inculque pour un enfant qui était habitué à recevoir ses cours à partir du français, lorsqu'on doit revenir au moré ou au niveau du fulfulde, comment est-ce que ça se met en œuvre? C'est cette crainte-là. Je vais vous poser une question très simple. Comment le Rwanda a fait? Avant, la langue officielle au Rwanda, c'était le français. C'est devenu l'anglais. Et je pense aussi en Tanzanie, non? C'est aussi la même situation où on a délaissé l'anglais au profit du swahili. Parce que lorsque nous, on se crée des limites, ça pose problème. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a pu passer la première étape, qui est d'abord d'officialiser les langues nationales. La deuxième étape maintenant consiste, comme je l'ai dit, à mobiliser les intelligences. Et ça, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Vous avez vu des gens au Burkina Faso qui ont passé leur vie à travailler pour la promotion des langues nationales. Aujourd'hui, on a presque dans toutes les langues parlées au niveau du Burkina Faso, il y a de l'alphabet. Il y a de l'alphabet latin. Il y a certains qui disent que c'est l'alphabet français. Non, c'est pas de l'alphabet français, c'est de l'alphabet latin. Puisque cet alphabet est commun entre l'anglais, l'italien, le portugais, l'espagnol, etc. Donc cet alphabet qui est un héritage civilisationnel et non culturel, parce que les gens font la confusion entre la culture et la civilisation. Pour moi, ma conception donc de la civilisation, c'est qu'en fait c'est le résultat de toutes les intelligences humaines. Si vous prenez par exemple le véhicule, ou bien l'avion, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nationalités qui ont contribué à la fabrication de l'avion. Donc c'est un produit civilisationnel et non culturel. Voilà. Parce que la science c'est une chose et la culture en est une autre. Par contre, la culture, c'est ce qui permet, n'est-ce pas, à une nation, à un groupe d'humains de pouvoir s'identifier, etc. Donc pour cela, c'est comme je l'ai dit, il suffit seulement de donner le signal et les gens vont se mobiliser. Moi je sais, si on demande à ce qu'il y ait un groupe d'experts, de pédagogues qui vont statuer sur le programme scolaire dans les différentes langues, vous allez voir que ça va un peu prendre une année. Et
on procède par graduation. Donc, progressivement, on fait introduire la langue nationale et on délaisse, n'est-ce pas? On ne doit pas délaisser karma, puisque comme je l'ai dit, comme c'est une langue de travail, il faut aussi ajouter qu'on a également ajouté l'anglais, au même titre que le français, qui sont des langues de travail. Et si on procède ainsi, donc par graduation, on fait intervenir progressivement les langues nationales, à un certain moment, vous allez voir que la mayonnaise va prendre. Juge Favara. Oui, je me permets un commentaire. C'est vrai qu'il y a un autre mot qui est sorti, parce que lorsqu'on parle de langue, c'est difficile de ne pas aborder et de ne pas l'évoquer, c'est la question de culture. Alors que quand on regarde la langue et la culture, ça fait c'est une unité. Et quand vous regardez, c'est un phénomène génétique, matériel, comme le disent les puristes, pour dire que c'est indissociable. Mais dans les chocs, je pense qu'il y a des choses qui permettent de comprendre. On ne peut pas dire que tous les pays qui ont été colonisés ont fonctionné de la même manière. Même prenons ceux qui ont été colonisés par la France dans notre Afrique de l'Ouest. Regardez le Sénégal. La langue usitée. Mais elle n'est pas officielle de langue. Non, je finis. La langue usitée, c'est pour ça que j'ai employé le terme usité. La langue usitée, c'est pas le français. Vous regardez leur plateau de télé, ne serait-ce que pour regarder aller au Sénégal, vous allez comprendre que c'est pas parce que vous parlez français que vous allez être à l'aise. On est d'accord. Mais ils ont eu le même choc que les autres. Mais c'est une question culturelle d'abord. Nous, comment est-ce que ce choc-là, nous y avons résisté et comment est-ce que nous sommes comportés par rapport à ça? Nous avons un phénomène d'occidentalisation qui s'est prononcé de façon très forte. Ça, il faut le dire, jusque dans la façon, dans la façon dont on a fait nos curricula et on a éduqué nos enfants jusqu'à aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une vérité. Maintenant, pour moi, promouvoir les langues, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, pour être sincère et franc avec nous-mêmes, il faut commencer, avant de dire qu'on va faire un rétropédalage, il faut commencer déjà par réhabiliter ces langues-là. Parce que quand on l'érige en langue officielle, c'est par des textes. Et ça veut dire que ça s'impose à l'administration. Est-ce que nos différentes politiques, est-ce que tout ce qu'on fait pour les citoyens, on pense langue, on pense accessibilité de par ce que le Burkinabé dans son hameau là ne connaît, le français, il connaît sa langue. Est-ce qu'on lui permet d'accéder à cela? C'est ça le problème. Je pense que ce défi-là d'abord on devrait même relever. Et ça incombe maintenant à notre administration puisque c'est officiel, c'est une langue officielle. Aujourd'hui, lorsque vous aurez des grands rendez-vous, il faut que ce soit officiel. Il faut que la question de l'interprétariat soit assumée. On ne viendra pas faire de ça une langue officielle. Et puis quand on a les grands rendez-vous, on fait notre truc en français, puis on est parti. Il y a une implication. Maintenant, je dis, il faut être peut-être logique avec nous-mêmes déjà sur ces questions-là, avant de dire peut-être que dans les universités, on va enseigner en moré, en ceci, ou bien nos enfants vont les enseigner dans certaines langues. Pour ça, encore, il faut former et avoir des gens qui aient la capacité d'enseigner ces sciences-là dans ces langues. Ça aussi, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau à atteindre et ça demande, comme il a dit tout à l'heure, un vrai process. Ce n'est pas quelque chose comment on appelle cela, d'impossible. Ce n'est pas impossible, mais ça demande une bonne démarche. Mais comme nous, on est souvent insincères dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait des choses et on jette comme ça, et après, ce qu'on devrait mettre au fond, on ne le met pas. Et on l'a juste fait après, quand on le regarde, c'est pour... Voilà, ça a plus le caractère populiste qu'autre chose. J'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas, puisque tout le monde convient qu'il y a des langues il y a nos langues qu'il faut savoir promouvoir. Mais ça va pour moi avec d'abord une administration qui en tienne pleinement compte. Maintenant, c'est pour ça la question je suis à ce niveau puisque vous êtes dans l'interprétariat, est-ce que vous sentez que c'est-à-dire que vos compétences et tout, vous êtes souvent consultés, appelés pour rendre accessible tout ce qu'on fait, souvent dans nos langues françaises. C'est ce qu'on a toujours fait ici. Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment impliqué? Impliqué à quel niveau? Puisque dans mon travail quotidien de journaliste, j'ai fait les cours au D-Lang, par exemple, au français, au moré, par exemple, dans mes chroniques. Oui, ça c'est votre travail de tous les jours. Ça, on vous le demande même pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'érigé en langue officielle, c'est ce que j'ai dit, ça s'impose à l'administration. Ça veut dire que dans nos process, c'est des éléments dont on devrait prendre compte à chaque fois.
Vous faites référence à ce que nous appelons chez nous la dépendance communicationnelle. C'est quoi? Parce que le système de fragmentation linguistique, bon, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'expliquer. C'est qu'en fait, on a érigé, on a mis dans la tête des populations autochtones que vos langues ne valent rien, que vos langues ne sont pas des passerelles scientifiques. On ne peut pas philosopher avec les langues nationales. Bon, c'est ce qu'on a mis, on n'a plus le temps pour mettre ça, inoculer ça dans la tête des gens. Maintenant, il faut passer à une autre étape pour dire que toutes les langues se valent, toutes les cultures se valent. Il s'agit maintenant du contenu. Parce que moi, j'ai une manière de penser. Pour moi, la science est universelle. Voilà. Il n'y a pas une science qui est propre aux blancs, propre aux noirs, propre aux jaunes. Ce sont les mêmes formules. Vous prenez par exemple la formule de l'eau, H2O, il est partout. Si vous l'appliquez, si par exemple quelqu'un qui apprend comment piloter un avion, c'est la science, indépendamment de sa race, s'il actionne les commandes, l'avion va décoller. Donc la science, elle est universelle. Maintenant, l'approche que les gens développent pour la science, ça peut varier selon la culture de tout un chacun. Donc qu'est-ce que nous devrons faire? Autant nous devrons nous ouvrir à la science, autant nous devrons protéger notre culture. Effectivement, le juge va parler du fait que la corrélation entre la culture et la langue. Bon, la langue est un élément de la culture, mais ce n'est pas toute la culture. Vous pouvez avoir des gens qui parlent la même langue, mais qui n'ont pas la même culture. Prenez les Américains, prenez les Australiens, prenez les Britanniques, prenez les Néo-Zélandais, ils parlent le même anglais, mais chaque pays a sa culture différente. Parce que la culture, contrairement à ce que les gens pensent, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée. Elle est évolutive en fonction des aléas politiques, sociaux, etc. etc. Donc, voilà pourquoi elle doit être arrimée, n'est-ce pas, à un territoire. Contrairement à la science, elle n'est pas tout la même. Alors, donc, ici, j'ai parlé tantôt de la dépendance communicationnelle là, lors des cérémonies. Par exemple, à l'inauguration de la chaîne LTV3 de langue nationale, j'ai été émerveillé. La plupart tout le monde, tous ceux qui sont intervenus pour prendre la parole, ont d'abord parlé en langue. Chacun a parlé dans sa langue. Le directeur, le DG de la LTV, M. Sommet, a parlé dans sa langue, c'est Dagara, non, je pense. Et l'ancien ministre de l'Éducation a parlé d'abord en Maori. Notre ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a parlé également en Maori avant de parler en français. Et il y a ce qu'on appelle un aspect psychologique. Comme l'a dit quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous vous adressez à sa raison, à sa tête. Mais lorsque vous parlez à la personne dans sa langue maternelle, vous adressez à son cœur. Je vais prendre une anecdote que le ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a dite lors de la cérémonie. Il a dit que souvent, lors des cérémonies qui n'ont rien à voir avec, par exemple, la communication, le président Ibrahim Traoré l'interpelle. Et par rapport à l'inauguration de la LTB3, est-ce que c'est OK? Ouais. Mais quand il a dit ça à Moré, que le ministre lui a dit, que le président lui a dit, si d'ici la fin de l'année là, vous n'arrivez pas à inaugurer la LTB3 de langue nationale n'est pas inaugurée, vous, le DG, vous allez savoir de quel bois je me chauffe, par exemple. S'il dit ça en Moré, s'il dit ça en français, les gens vont penser que c'est de la dictature, etc. Mais s'il dit ça en Moré, comme c'est dans une langue nationale, les gens vont plutôt voir le côté comique. Ti fo minelo tengana yisekia minga. S'il dit ça faux directeur tengana yisekia minga. S'il dit ça en Moré, les gens ne vont plus voir effectivement ce président qui veut imposer. On voit plutôt le côté comique parce que c'est en langue. Donc, si tu parles à quelqu'un dans une langue, dans sa langue, tu parles à son cœur. Et là, par exemple, la parenté à plaisanterie, les gens ont souvent du mal à traduire ça en français parce que le génie français ne reconnaît pas la parenté à plaisanterie.
Si bien que si vous voulez faire ça en dehors des langues nationales, souvent, ça bute sur des incompréhensions. L'autre réalité, c'est qu'il y a aussi un lien entre la dimension culturelle et la dimension religieuse. Comment on arrive à allier les deux? Vous savez, moi j'ai des pensées souvent que les gens n'arrivent pas à comprendre. Bon, c'est de leur droit. Je dis en fait, un culte peut devenir une culture. Mais une culture ne peut jamais devenir un culte. Très simple. Puis c'est quoi le culte? C'est le lien entre la personne et son Seigneur. Et Dieu, ça c'est le culte. C'est-à-dire, il adore Dieu pour espérer demain avoir le salut. Ça c'est en fait la dimension du culte. Maintenant, la culture, là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vrai que les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ma thèse. Prenez, il y a 5 pays musulmans. L'Arabie Saoudite, le Sénégal, la Turquie, l'Iran, l'Indonésie. Dans tous ces pays, il y a un seul pays arabe, qui est l'Arabie Saoudite, dont la culture est différente de celle de la Turquie, à plus de 90% musulmans. Une culture très différente des Iraniens, qui sont des Perses, qui ne sont pas arabes, plus de 95% musulmans, dont la culture est carrément différente des Indonésiens, le plus grand pays musulman du monde, avec près de 300 millions, dont la culture est carrément différente. Et le Sénégalais, plus de 90% de musulmans. Si vous prenez ces 5 pays-là, ils ont le même culte que l'islam. Mais culturellement, là, il n'y a aucun lien entre les deux, entre ces 5 pays-là. Ouais. Il faut vivre avec ces personnes-là pour voir. Donc, comme je l'ai dit, mais avec le temps, le culte là peut. Il y a tout de même l'arabe qui réunit ces différents pays en termes de culte encore. Mais les Arabes apprennent l'arabe au même titre que les autres. Moi-même, j'ai enseigné l'arabe à des Arabes quand j'étais étudiant à Damas. Ils comprennent rien, ils prennent le Coran, ils lisent, ils comprennent rien. Il faut être initié au même titre que les autres. Bon, c'est difficile pour certains de comprendre ça, mais il faut vivre. Et puis, il faut demander. Ils ne peuvent pas lire l'arabe. Ils apprennent l'arabe. Si vous prenez par exemple l'islam, vous allez voir que il n'y a que 20% des Arabes qui sont musulmans. Les autres ne sont pas des Arabes. Et dès le 1er siècle, les Arabes ont toujours été minoritaires en islam. Parce que c'est quoi? Il y a ce que nous appelons la forme actuelle de l'islam et il y a ce qu'on appelle sa forme ancienne. La forme ancienne, selon même les textes coraniques, c'est vrai qu'on n'est pas venu pour parler de la religion, mais comme ça a un rapport avec la langue, selon les textes coraniques même, pas autre chose, l'islam a commencé avec le premier homme qui est Adam. Et est terminé avec le dernier prophète. Et dans ça, vous allez voir des prophètes noirs, comme Enoch, qu'on appelle Idriss, comme Luqman, dont les noms sont cités dans le Coran, qui sont considérés comme des prophètes noirs dans le Coran. C'est pas ailleurs. Celui qui veut, il peut aller chercher. Donc l'islam, c'est pas seulement, il ne faut pas voir seulement Mohammed, qui est un arabe, certes, mais son grand-père, Ismaël, n'était pas arabe. Abraham n'était pas arabe. Quand les gens vont à la Mecque, là, ils font les rites d'Abraham qui n'était pas arabe, qui n'a rien à voir avec les Arabes. Donc l'arabe, en fait, c'est quoi? C'est la version actuelle de l'islam. Déjà, il était musulman avant donc l'arabe. Donc, quand on retourne dans l'origine des langues, on se rend compte qu'il y avait une seule langue. Voilà pourquoi les spécialistes ont essayé de regrouper la langue en plusieurs groupes. Ils trouvent par exemple une parenté entre par exemple les langues européennes, les langues perses et les langues les langues hindoues, indiennes plutôt. Ils trouvent également au niveau de l'Afrique, les langues bantoues, ils trouvent qu'il y a une parenté entre toutes ces langues-là. Voyez-vous. D'accord. Juge Ofava. Oui, je me permets toujours, comme je dis encore, commentaire. Et, moi, je suis pas d'accord sur certains points. Que ce soit, on parle du français ou bien les langues, comme on appelle, quand on regarde avec les origines grecques et tout, la langue influence. Elle influence forcément. Absolument. D'une façon ou d'une autre, elle influence. Et quand je parlais de langue et culture, je ne prenais pas l'un pour l'autre. J'ai dit, il y a le caractère unique. C'est-à-dire que quand vous le mettez, c'est une homogénéité. C'est difficile de les dissocier. Parce que la langue devient le vecteur aussi de la culture. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est comme je dis, quelque chose de génétique et de fusionnel.
ne pouvez pas les séparer. Mais ce n'est pas la langue qui fait la culture. Mais c'est des éléments qui sont fusionnels et qui s'impactent. Et même quand on prend la question arabe, je suis désolé, les religions aussi ont été des éléments de choc culturel qui permettaient aussi cette guerre de culture-là. Ça a été toujours comme ça, que ce soit pour la religion musulmane, que ce soit pour la religion chrétienne. Il y avait des vecteurs de culture et de choc qui, à l'intérieur. Tout comme, par exemple, beaucoup confondaient la religion et la culture arabe, et même vous le verrez aujourd'hui, même dans la façon et dans leur relationnel avec la religion, ils confondent la culture arabe et quelquefois la religion. Tout comme aussi... il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont 15% en Syrie. Et ça se dénote que ce soit aussi dans l'apparence, c'est-à-dire de façon aspectuelle, tout comme aussi chez le chrétien. Donc c'était des vecteurs. Maintenant, pour revenir à la question de la promotion de nos langues, c'est là où ça devient intéressant. Chacun n'a pas vécu le choc de la même façon. C'est pour ça que je dis, même ceux qui ont été colonisés par ceux qui ont eu le même colon, aujourd'hui quand vous regardez, leur rapport avec la langue n'est pas pareil. Vous retrouverez des pays où là où vous partez, même on parle du Mali à côté. Alors, prenez le Mali à côté, parlez bien le français dans un marché, vous allez voir comment vous allez vous en sortir. Vous allez apprendre vite le bambara là pour pouvoir commencer à faire des achats. Mais on n'a pas tous supporté le choc de la même façon. Ça aussi, c'est des questions historiques. Maintenant, aujourd'hui, on est à un niveau où c'est plus le débat. C'est comment on fait pour ne pas que le cercle vicieux là continue. Comment est-ce qu'on inverse la tendance pour revenir dans un cercle plus vertueux? Mais ça aussi, c'est dans le comportement de tous les jours. Je suis convaincu de quelque chose. C'est que un écrit, un papier ne changera rien tant que nous tous qui comprenons que on est en train de perdre quelque chose d'important là, n'agissons pas. Vous savez, l'enfant ne décide pas d'apprendre la langue de son père ou pas. C'est son père et sa mère qui décident de le lui apprendre. Donc à la maison, il vient au monde sans langue. Il vient au monde. Et si vous décidez pour lui, la culturation commence là. Même si on a signé que c'est une langue officielle, s'il doit se casser la tête à 5 ans pour commencer à apprendre sa propre langue à l'école par un monsieur qu'il ne connaît pas, ça sera difficile. Voilà pourquoi je dis, nous-mêmes devrions nous mettre dans une dynamique pour accompagner. Et lorsque je parlais de l'administration, c'est là où c'est intéressant. La langue officielle ne l'est que parce que l'État le reconnaît ainsi. Maintenant, ça, c'est un acte, comme je le disais tout à l'heure, qui est courageux. Mais après, comment on accompagne ça pour moi par des actions bien précises, c'est là où vraiment il faut qu'on sente l'armada qui est mise derrière. C'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, qu'on ait des professionnels de l'interprétariat, donc ceux qui font la promotion des langues nationales, sur notre plateau, pour dire que à un moment donné, quand on dit qu'on décide comme ça, on doit commencer à sentir une dynamique qui est mise en branle dans ce sens-là. De sorte à ce qu'on soit très à l'aise et on ne soit pas surpris d'aller à une cérémonie et puis se dire que on dirait qu'il n'y a pas d'interprète. Non, ça devrait être logique puisqu'on a décidé que c'est comme ça. Donc je me dis c'est peut-être là où on va vraiment on va attendre sur les faits comment est-ce que la conception des choses se fait. Sinon vous ne verrez pas quelqu'un qui dira que ça en perd du temps parce que ce n'est pas, faut aller ailleurs. Tout le monde a conscience que c'est notre identité. On ne va pas au monde en se déshabillant. On va au monde richement habillé de ce qui nous différencie. Oui, peut-être pour ajouter à ce que va dire, c'est très juste. Vous savez qu'il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti en 2004 où on a effectivement trouvé une corrélation entre l'efficacité des actions de développement et la compréhension du message par le bénéficiaire. Ça veut dire que si vous arrivez dans un pays, vous faites des rapports volumineux, avec un langage alambiqué où personne ne comprend, bon, finalement, l'implémentation de ces actions-là va avoir un problème. Donc, le fait que le français est récusé, pourquoi? C'est pas parce qu'elle est récusée parce que c'est la langue française. C'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas que les gens ne comprennent pas. Et pour revenir également à l'autre question là, le fait que voilà, il y a une combinaison entre la langue et la culture. Prenez par exemple la langue française. Vous allez voir que c'est une langue hybride. Voilà, il y a du latin dedans, il y a de l'anglais dedans, il y a de l'italien. Et l'arabe constitue la troisième langue d'emprunt du français. Il y a des mots comme ça, pêle-mêle. Si je vous dis que ce sont des mots d'origine arabe, vous n'allez pas croire. Café, sucre, coton, jupe, chiffre.
hein, zénith, canapé, aubergine, orange, c'est des mots arabes. Mais est-ce que le fait que ces mots, les mots par exemple sirop, il y a aussi une explication historique, parce qu'au Moyen-Âge, c'était le monde islamique qui était en fait le centre de la science et du savoir. Et donc les Européens partaient apprendre la philosophie, la chimie, la médecine là-bas. D'où effectivement ce canal par lequel beaucoup de mots ont transité pour aller dans les langues latines. Donc aujourd'hui, si par exemple quelqu'un dit sirop, qui est un mot arabe, qui est dans le français, en quoi ce mot sirop a une charge culturelle dans le français? C'est quasiment inexistant. Si tu as une femme qui porte une jupe, que le mot jupe là, c'est djoub en arabe, il n'y a aucune charge culturelle sur le mot jupe là. Voyez-vous, non? Donc ça veut dire, c'est l'évolution effectivement, parce que la langue, comme je l'ai dit, la langue, la culture, elles ne sont pas figées, elles ne sont pas statiques, elles évoluent en fonction. Maintenant, il faut savoir parler aux bénéficiaires à travers une langue qu'ils comprennent. Voilà tout l'enjeu. C'est la compréhension en fait. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, bon, comment vous allez faire pour, comment on appelle ça, appliquer ce qu'on vous demande de faire? Voilà. Et pour la promotion culturelle des langues dans un pays, il y a aussi ces acteurs qui sont censés le faire. Des pays en sont arrivés. On peut prendre l'exemple du Nigeria, on peut prendre l'exemple du Sénégal, ou ailleurs dans d'autres contrées, on arrive à fredonner souvent certains mots dans leur langue. Comment est-ce que nous, au Burkina, qui sont ces acteurs-là aussi qui doivent nous permettre de vendre nos langues que nous avons ici à l'international? Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension officielle. Ça, ce sont des actes qui doivent être posés au niveau donc de l'État, mais des actes qui doivent être aussi accompagnés des soutiens, promotion, etc. Parce que dans l'imaginaire, on ne doit pas faire sentir la personne une certaine gêne si la personne parle dans sa langue. Il y a quelque chose de 20 ans comme ça, sinon un peu avant, on disait que le moré n'était pas... Bon, je prends le moré parce que c'est la langue que je parle le mieux parmi les langues nationales. Que le moré, on ne pouvait pas utiliser le moré pour chanter, par exemple, que ça allait faire bizarre, sauf si c'est pour une musique traditionnelle. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont commencé, et ça a pris, aujourd'hui les flobis, pour ne pas faire les publicités, des alternatives, etc. Quand ils chantent en moré, bon, ça peut aller. Mais il y a 20 ans, si ce n'est pas une mélodie traditionnelle, vous n'allez pas voir... on pensait que c'était seulement le lingala, hein, qui était seulement... indiqué pour faire ce qu'on appelle l'ambiance facile au niveau donc des artistes musiciens. Voilà. Mais aujourd'hui, on se rend compte effectivement que les acteurs culturels ont joué leur partition. Le public aussi a commencé à comprendre que finalement, ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qui est de l'or. Au niveau interne aussi, nous pouvons trouver des mécanismes, des vecteurs de promotion. Mais il faut d'abord qu'au niveau psychologique, là, hein, cette gêne-là puisse disparaître, puisse se dissiper. Et avec l'officialisation des langues nationales, je pense que ce complexe d'infériorité-là n'a plus lieu d'être. Sinon, dans la réalité des faits, les gens savent que ce sont les langues nationales qui sont plus parlées, et pas le français. Si. Voilà. Et moi, là-dessus aussi, j'ai une question. Parce que dans l'évolution des choses, certains voudraient que, par exemple, comme un pays comme le Mali ou comme le Sénégal, on ait une langue nationale qui soit celle acceptée un peu par tous pour être, voilà, naturellement celle burkinabé. On va dire ça comme ça. Mais est-ce que il ne risque pas d'avoir des chocs où... Parce que quand on décide de mettre un en avant, c'est d'autres qu'on met en arrière. Oui. Et quelquefois, pour certains pays, ça s'est fait naturellement. Non, naturellement. Quand je dis que ça s'est fait naturellement, c'est pas l'affaire d'un consensus. Vous comprenez? Mais c'est pas naturellement justement. Voilà. C'est une imposition. Même le français a été imposé. Non. Le mandarin a été imposé. Je m'explique, moi je parle des langues locales, nos langues nationales. D'accord. Quand vous prenez par exemple le cas du Sénégal, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu la discussion pour le Wolof. Quand je prends le cas du Bali, je ne sais pas quand il y a eu la discussion pour le Bambara. Pourtant, il y a plusieurs autres langues qui existent dans ce pays. Mais donc ça devient naturel, c'est ce que je veux dire. C'est la décision pourquoi? Pour que partout vous alliez... Ce ne sont pas des langues nationales, à moins que pour le Mali... Au Sénégal, toujours, c'est le français qui est la langue officielle. Hein? Non, attention, ce que je dis, c'est le caractère usité de la langue. Mais ça, on ne peut pas l'imposer. Ça, c'est de façon naturelle. Si. Voilà. Maintenant, je veux dire, après le caractère usité, c'est-à-dire,
chez nous, quand on regarde, dès que vous mettez le discours de la langue, certains disent donc on va choisir quelle langue. Comme si ça devient un problème. Moi, je pense que ça, c'est une myopie. Okay. Vous allez même trouver des gens qui sont plus fiers de parler une langue étrangère que de parler une langue du terroir. Ils disent, en tout cas, moi je ne comprends pas cette langue. Pourquoi il ne parle pas en français, par exemple? Il se sent plus proche du français que de la langue de son frère qui n'est pas de la même ethnie que lui. Vous savez que les ethnies là, c'est des créations humaines. Si. Les ethnies, les langues là, ce sont des créations humaines. L'homme ne vient pas au monde avec une langue, il ne vient pas avec une ethnie. Non. Ça c'est ma conception. Il ne faut pas qu'on rentre dans la détentologie. Ça va nous amener très loin. Alors, donc c'est la société en fait. Donc vous, si vous êtes intelligent, vous devrez trouver des paramètres, en tout cas comment on appelle ça, une option qui va vous permettre d'aller de l'avant. Si on va se mettre à dire voilà, ok, faut-il considérer le moré, le djula ou le fulfulde comme non, on dit que toutes les langues nationales sont des langues officielles. Et maintenant, l'imposition se fait de façon naturelle. Si vous arrivez dans un milieu où il y a plus de locuteurs moréphones, vous allez parler en moré. S'il y a plus de locuteurs djulaphones, c'est le cas, fulfulde, goulmanchima, etc., etc. Donc c'est parce qu'il y a d'abord cette répartition géographique et naturelle qui a consacré effectivement le fait que voilà, les Maurés puissent parler au centre, au nord, etc., centre-ouest, etc., et que les Diola c'est vers l'ouest, Goulmanchima c'est au niveau de l'est, etc. Ça va se faire de façon naturelle. Voilà. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre Amadé Adamasoro, journaliste, traducteur et interprète de plusieurs langues et aussi le président de l'association des communicateurs, des traducteurs et des innovateurs du Faso Actif. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.